Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Alors que les systèmes matrimoniaux africains ont très tôt préoccupé les ethnologues, Radcliffe Brown and Ford, 1953, les économistes, Meyassou, 1975, et les démographes, Ertrich, 2007, Antoine, 2002, Ertich et Pilon, 1997, Ertich et Locaux, 1999, africanistes, bien que dans des aspects souvent cloisonnés et monodisciplinaires, la recherche sociale sur l'institution matrimoniale est en passe de devenir marginale, contrariant de fait l'actualité des recompositions sociales en cours sur le marché matrimonial. À ce titre, Bledsoe et Pison, 1994, introduisant un ouvrage sur la nuptialité en Afrique subsaharienne, soulignait que le mariage est probablement le plus intéressant mais le moins étudié des phénomènes démographiques. Contrairement aux autres phénomènes de population, les transformations observées dans le domaine de la nuptialité et des conjugalités en Afrique ne sont pas allées de pair avec l'importance que lui ont accordée les chercheurs de différentes disciplines scientifiques, Dauphin, 2010. Or, les mutations dans les formes de conjugalité traduisent la complexité des réponses qu'apportent les sociétés contemporaines d'Afrique subsaharienne aux mutations rapides, Arié, 1999. À la fois politiques, culturelles, démographiques, économiques, environnementales et sociales qu'elles traversent ainsi des façons contemporaines de faire ou de fonder famille. En Afrique, le mariage est une institution sociale qui confère aux relations hommes et femmes toute leur légitimité sociale autant qu'ils participent de la validation sociale de la paternité. Comme partout ailleurs en Afrique, vivre en couple marié au Cameroun reste la situation conjugale la plus répandue et les familles traditionnelles de parents mariés représentent encore le modèle de famille répandu. Toutefois, les unions deviennent plus fragiles et vivre en couple est moins fréquent que par le passé. De plus, les formes de conjugalité se diversifient, l'union libre se développe. L'intensité des changements socio-économiques survenus depuis la colonisation a favorisé l'émergence d'un contexte marqué par de nouvelles façons de contractualisation des unions. Les changements socio-économiques affectent toutes les étapes des procédures matrimoniales dans des sociétés travaillées par le sceau des modernités contemporaines. La réalité matrimoniale est aujourd'hui marquée par un ensemble de pratiques assez paradoxales. En effet, lorsqu'on consulte les registres d'état civil et de justice, on peut être frappé à la fois par l'importance de la demande matrimoniale et celle des ruptures conjugales. En outre, les naissances ont désormais lieu hors mariage alors que cette pratique relevait d'une pure déviance difficilement tolérée sur le plan social près de 60 ans plus tôt. Le phénomène des enfants nés dans une famille monoparentale ou recomposée liée à une carence conjugale prend de l'ampleur comme l'ont d'ailleurs montré les différentes études sur la famille camerounaise au cours des dernières années, Mimch, 2009. Porté à comprendre un tel paradoxe et ce que les travailleurs sociaux ont vite fait de qualifier de crise de la famille, sous un élan purement fonctionnaliste, on se retrouve rapidement de plain-pied dans l'analyse des modèles matrimoniaux en émergence, c'est-à-dire dans l'analyse de nouvelles conjugalités. L'observation attentive des familles et des formes de nuptialité amène à faire deux constats qui traduisent à proprement parler la réalité du marché matrimonial. Premièrement, l'Afrique en général est réputée être le lieu par excellence où se déploient des formes de sociabilité communautaire, rivant les individus à des solidarités protectrices mais faisant en revanche obstacle à leur individualisation, c'est-à-dire à leur émergence comme acteurs autonomes. Deuxièmement, on observe qu'avec le contexte de modernité, lié à l'urbanisation et à l'acquisition de nouveaux capitaux par les acteurs sociaux, capitaux financiers, capitaux scolaires, les fondements de la solidarité sont de plus en plus remis en cause par les exigences de la vie quotidienne et matrimoniale. Dans divers domaines de la vie sociale, même si on observe des formes de survivance des solidarités traditionnelles, associations à caractère tribal, accueil des membres de la parentèle, polygamie, il reste aussi vrai que l'effritement de ces valeurs est notoire. Des formes de restriction du réseau de solidarité sont observables sous la contrainte entre les rôles productifs, de plus en plus contraignants, et les rôles communautaires qui deviennent alternatifs et opportunistes. On arrive donc à comprendre que les processus de transformation sociale, monétarisation de l'économie et des rapports sociaux, dynamique de scolarisation, urbanisation croissante, salarisation,
favorisant l'émergence de l'individu comme acteur relativement détaché de ses appartenances communautaires traditionnelles. Se trouvaient en quelque sorte libérés de leurs entraves et brusquement accélérés par la crise, alors qu'ils avaient été jusque-là contrariés, parfois bloqués, par un mode de développement patrimonial et clientéliste entretenant et même renforçant la pertinence des liens de dépendance communautaire, dans la mesure où la redistribution sociopolitique passe par le canal des solidarités claniques, locales et familiales, Marie 1997 sur 7-8. C'est de ce constat qu'est né ce projet scientifique de réunir autour de cette problématique des chercheurs d'horizons scientifiques pluriels, mais partageant un objet carrefour et commun. Très rapidement on est parvenu à observer d'une part la complexité de la question imposant de fait l'urgence de la pensée plurielle, à travers la combinaison d'approches voire transdisciplinaires, pour qu'une exige de saisie globale de cette réalité en pleine mutation. Ce qui posait des défis méthodologiques aussi importants, Fraisel-Lauzet, 1992. D'autre part, on est arrivé à la suite de Segalen et Jacquard, 1971, à comprendre que réellement, la problématique du choix du conjoint présente une importance considérable, à la fois démographique, génétique, sociologique, ethno-anthropologique, économique et même politique, justifiant la nécessité de croiser les regards pluriels et monodisciplinaires pour arriver à une saisie en profondeur d'une réalité en construction et douée un pouvoir de complexité en vertu duquel il impose aux chercheurs une démarche spécifique. Cette fédération d'approches singulières a en revanche comme fil conducteur la question suivante. Jadis perçu comme le cadre de l'expression des appartenances communautaires, le mariage se transforme-t-il en un cadre d'affirmation des aspirations individuelles ? 1. Se mettre en union aujourd'hui au Cameroun, la dialectique entre le nous et le je. Inscrire l'étude du mariage en Afrique dans la dialectique du nous ou de l'individualisme collectiviste, ou inversement du collectivisme individualiste, c'est peut-être adopter une posture évolutionnisme selon certains sociologues. Mais au-delà de cette lecture superficielle, dirait-on, c'est davantage un effort d'intelligibilité d'une dynamique de transformation et de recomposition sociale en cours dans ces sociétés qui ont longtemps été considérées par indolence théorique comme sans histoire. L'idée c'est d'éviter un antagonisme ou la thèse d'une césure culture, pour montrer comment tradition et modernité font ensemble pour construire les réalités contemporaines se situant à cheval entre ces deux entités sociologiques. Dans les représentations juvéniles, l'idée n'est pas de construire un dualisme autour de la mise en œuvre du projet matrimonial entre l'individuel et le collectif, mais de comprendre savamment comment les acteurs sociaux réussissent à mettre en cohérence tradition et modernité, collectivisme, communautarisme et individualisme, pour réussir à réaliser leurs aspirations conjugales personnelles. Il s'agit résolument d'inscrire l'analyse des pratiques matrimoniales dans ce que Bourdieu a appelé l'analyse des stratégies matrimoniales. En effet, d'après cet auteur, il faut rompre en effet avec cette conception qui hante encore aujourd'hui toute la tradition ethnologique et qui tente à traiter toute pratique comme exécution d'un ordre, qui fait comme si les pratiques étaient directement déductibles de règles juridiques expressément constituées et légalement sanctionnées, ou de prescriptions coutumières assorties de sanctions morales ou religieuses. Bourdieu, 1972/1105. L'idée du nous matrimonial est dès lors mobilisée ici pour montrer qu'en dépit des transformations sociales, la parentèle, la famille, la communauté jouent encore un rôle dans les procédures matrimoniales. Lorsqu'un mariage se prépare, ce sont les ascendants directs, notamment les deux pères ou des personnes influentes au sein de la parentèle qui jouent le rôle essentiel dans la mise en œuvre du projet matrimonial, mais avec une influence déconcernée dans la prise de décision. En revanche, cette implication subit d'importantes recompositions. Le mariage reste une institution, et de ce fait déterminé par des traditions et des coutumes ancestrales séculaires. C'est pour cette raison que d'une communauté à l'autre, les pratiques vont sensiblement changer des fiançailles à la célébration du mariage, en passant par la pratique de la dot. Dans la présentation des phases du mariage, le vocable mariage traditionnel montre à suffisance la place et le poids des traditions sous-tendues par un déterminisme socio-communautariste qui vise à valoriser le fait que chaque individu est membre d'une société qui a ses règles matrimoniales. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'on observe les pratiques dans le cadre des mariages mixtes, la question de fond c'est de savoir quelles coutumes respectons.
Même les migrants ont cette préoccupation, et c'est à raison que les coutumes de la femme sont valorisées et les acteurs s'astreignent à la respecter. Quel que soit le groupe ethnique considéré, l'observation des pratiques matrimoniales permet de relever que le mariage africain traditionnel met en jeu une double alliance. Il est un engagement conclu entre deux groupes de filiation au terme d'un processus d'échange souvent long. L'union du couple ne joue à la limite qu'un rôle instrumental au service d'un double objectif communautaire: la reproduction du groupe et la recherche d'une alliance. Thiria, 1998/47. Deux éléments vont dès lors caractériser ce nous matrimonial: la forte implication du groupe dans la réalisation du projet matrimonial et la force du contrôle social dans les décisions y relatives. S'agissant de l'implication du groupe, le mariage est une affaire éminemment collective. Face à la complexification des pratiques matrimoniales modernes, l'implication de tous peut se traduire symboliquement par les niveaux d'investissement du réseau social dans la réalisation du projet matrimonial. En informant un parent, un ami, un voisin du projet, les futurs conjoints sollicitent implicitement les domaines dans lesquels leur apport sera utile, et il s'opère progressivement une répartition sociale des postes d'investissement et de responsabilité entre tous, très souvent fondée sur les logiques profondes de genre. Dans la famille de l'homme comme dans celle de la femme, on ne sollicite pas un tiers au hasard. De même, alors que les sollicitations de la femme vis-à-vis de son réseau social sont plus fondées par son futur statut de mère et d'épouse à partir duquel elle se mobilise, les sollicitations de l'homme se rapportent plus à la gestion immédiate de l'événement mariage. Les types de dons et leur contenu traduisent une forme de reproduction de ces valeurs et normes de genre dans la société, car on sait d'emblée de qui viendra telle ou telle responsabilité. D'un bout à l'autre du processus matrimonial, la place du réseau de parenté reste prépondérante. Même lorsqu'aujourd'hui ce sont les conjoints qui décident de s'unir, leurs décisions sont soumises à une validation sociale et à l'approbation des aînés sociaux, ou du moins une partie d'entre eux, en fonction des enjeux individuels et familiaux des concernés. Quel que soit le mode opératoire, il faut avoir dans son camp une partie de la famille, si ce n'est l'ensemble des membres influents de celle-ci. Le mariage est d'abord l'affaire des parents, et c'est d'ailleurs la connaissance de ce registre normatif qui détermine les logiques individuelles de contournement que vont déployer les futurs conjoints, en mobilisant non plus nécessairement les parents biologiques ou de droit, mais un large éventail de parents dans le vaste système de parentèle pour donner l'impression d'avoir répondu aux attentes collectives. Par ailleurs, quelle que soit l'entité sociale considérée, la pratique du mariage reste marquée par le sceau de règles et de prescriptions coutumières à respecter et d'interdits qui, bien que n'étant pas scrupuleusement respectés, tiennent lieu de guide de l'action matrimoniale. Ce sont souvent des normes matrimoniales religieuses, comme le fait observer Mebala Elanga dans son chapitre, ou culturelles locales comme on peut l'observer dans la première partie de l'ouvrage. S'agissant du contrôle social, lors de la dot, les détenteurs de savoir traditionnels se chargent de vérifier si les règles matrimoniales et us traditionnelles ont été respectées et infliger des amendes en conséquence. Même si le mode opératoire d'observance des sanctions reste désormais marqué par un système d'affaiblissement au gré des avantages financiers, l'idée c'est de faire prévaloir la volonté de la société sur la volonté individuelle. Généralement, les acteurs directement concernés ne sont pas impliqués et sont représentés par des tiers, complices de la sauvegarde et de la pérennisation de l'identité communautaire. Comme dans la plupart de sociétés africaines, le processus matrimonial a longtemps relevé des compétences des aînés sociaux qui en assuraient de bout en bout la mise en œuvre au gré de leurs désirs. Si cette thèse est vraie, il est aussi vrai qu'aujourd'hui, dans nombre de cas, l'influence des aînés sociaux dans les procédures matrimoniales s'estompe au profit d'une société des individus ou les acteurs directement concernés, du fait de la durée de la décohabitation socio-familiale pour différentes raisons économiques, sociales et culturelles, sont engagés dans des relations qu'ils peuvent décider de formaliser, parfois à l'insu des aînés sociaux ou à défaut en les informant de la mise en marche dudit processus. En effet, pour des raisons de scolarisation, de travail, la famille n'est plus au sens classique proposé par Murdoch, 1972, une unité multigénérationnelle et co-résidentielle. Pour différentes raisons migratoires, sa taille s'est effritée pour laisser de plus en plus place au noyau familial qui cohabite. La montée de la décohabitation est, semble-t-il,
aller de pair avec le déclin du contrôle social des aînés sur les cadets sociaux qui disposent de plus en plus de marge de manœuvre pour donner sens à leurs conditions d'existence et à leur carrière socio-matrimoniale. Dans cette entreprise qui vise à se projeter sur l'avenir, le choix du conjoint peut y être un des aspects importants. Si le temps du nous social reste relativement d'actualité, c'est parce que l'idéologie du mariage reste encore prédominante dans la société. La valeur d'une personne restant associée à sa situation matrimoniale. Quant à l'idée du jeu matrimonial, elle résulte de la place que l'individu, notamment chacun des conjoints, occupe désormais dans la mise en œuvre du projet matrimonial au regard des tensions sociales et des incompatibilités qui peuvent s'observer entre les membres de la parentèle et les concernés. C'est surtout lié au fait qu'en dépit de ces tensions, les unions se formalisent et les tensions se dissipent dans la mesure où les conjoints vont utiliser leur capital social communautaire à des fins personnelles, pour gérer les compromis plus ou moins hybrides qu'ils passent entre projets personnels et obligations vis-à-vis de l'entourage, tout en s'insérant activement dans l'espace social global. Marie 1997/9. Par ailleurs, si les relations intergénérationnelles sont souvent prédominantes dans les pratiques matrimoniales, elles sont désormais soumises à rude épreuve en situation d'urbanisation et de migration, les enjeux individuels tentant de transcender ceux collectifs. Plus qu'hier, l'arène de la société moderne, affectée par plusieurs dynamiques externes, met à mal les solidarités communautaires jadis pratiquées autour du mariage. Ce qui amène les individus à avoir plus d'autonomie autour des procédures matrimoniales, en les construisant à leur guise. Sur le marché matrimonial, ils inventent aujourd'hui leur propre modernité métissée, celle du sujet jouissant de plus d'autonomie dans les itinéraires d'accès au conjoint. En revanche, ils sont bien conscients que l'individualisme absolu est un leurre et un malheur et que l'autonomie ne peut se penser hors d'une solidarité négociée avec autrui. Marie 1997, c'est-à-dire la parentèle. C'est pour cette raison que l'on assiste à une dialectique de métissage entre les impératifs communautaires et les aspirations individuelles. Le mariage devient le cadre où on peut mieux comprendre la spécificité de la mésosociologie car au final, il n'y a ni atomiste, ni holisme dans la mise en œuvre du projet matrimonial. Les individus peuvent choisir dans le réseau de parenté ceux des ascendants qui sont plus ouverts et décider de mettre en scène leur projet avec eux. Ces derniers vont alors jouer le rôle de médiateurs auprès de tenants des traditions conservatrices et user de leur position familiale pour faire infléchir les risques de marginalisation qui pèsent sur les acteurs concernés. Vu de la sorte, l'étude des nouvelles conjugalités camerounaises s'inscrit dans la perspective d'une sociologie et d'une anthropologie des individus qui vise à analyser ici, à partir du récit de leur vie par des hommes et des femmes de ces métropoles, où les individus viennent conquérir leur place dans la société et s'affranchir des pesanteurs de leur communauté sans pour autant rompre avec elles. Ainsi, prenant toute leur part dans les débats contemporains, ils contribuent à lever l'hypothèque de l'alternative simpliste entre société et communauté. Ils donnent à entrevoir que l'on pourrait être simultanément sujet dans la société et sujet dans sa communauté. Marie 1997, 4e de couverture. Inspirée des oppositions théoriques entre macro- et micro-sociologie, cette réflexion est inscrite dans la perspective de l'individualisme ou de l'agent social rationnel, non pas vu comme la production de l'individu isolé par l'exclusion, la marginalisation ou le refus radical de toute obligation, mais comme un processus dynamique qui voit l'individu émerger comme acteur conférant une certaine cohérence et une certaine unité à des pratiques et à des stratégies qu'il détermine de plus en plus lui-même, car il les déploie tour à tour ou simultanément au sein de champs sociaux relativement séparés et hétérogènes quant à la logique qui y domine. Marie 1997/10. Cette approche paraît également opportune au vu de la complexification des parcours conjugaux, car il permet de rentrer de plein pied dans la diversité d'arrangements conjugaux. Mariage par la dot, union cohabitante sans mariage, union non cohabitante, mariages électroniques, homogamie de classe, union polygynique, union par rapt de femmes, modernité et écart d'âge entre conjoints, union internationale ou transnationale, etc. C'est d'ailleurs la complexité de cette dialectique entre l'individu et la communauté-société à laquelle il appartient, et qui veut contrôler son choix et sa vie conjugale dont il veut par ailleurs s'affranchir qui donne tout le sens du temps des nouvelles conjugalités au Cameroun.
2. Le temps des nouvelles conjugalités camerounaises. Dans les sociétés africaines en général, le mariage est une institution sociale qui confère la légitimité sociale et juridique de la famille parce qu'il en justifie le fondement et lui confère une reconnaissance sociale et culturelle. Il est ontologiquement lié à sa fondation. Dans nombre de ces sociétés, le mariage peut constituer le reflet des changements sociaux au point d'être le miroir à partir duquel on pourrait comprendre les dynamiques qui traversent et travaillent les sociétés contemporaines, déterminées par la dictature de l'avoir et du pouvoir. C'est sous le prisme de cette hypothèse qu'a été initié ce projet de réflexion rassemblant un ensemble de chercheurs des sciences sociales autour d'une question dont l'actualité et l'intensité du changement préoccupent moins que les questions démographiques, immigration, dynamique de la fécondité pour ne citer que ces exemples, politiques et économiques de l'heure. En effet, l'institution matrimoniale comme la famille change et bouge. Autant elle subit, dans les conditions de sa formation et les modalités du vécu conjugal des mutations qui affectent la société globale, autant l'importance des transformations observées dans les nouvelles formes de conjugalité sont au cœur des changements qui impactent sur le devenir des familles et des sociétés. De nouvelles façons de faire famille émergent et imposent aujourd'hui comme réalité des nouvelles formes de conjugalité liées aux recompositions sociales, ayant entraîné de nouveaux itinéraires d'accès aux conjoints tant chez les femmes que chez les hommes au sein des jeunes générations, Boson et Rand 2006. En Afrique subsaharienne, le mariage se trouve confronté à des contraintes croissantes, souvent contradictoires, où se mêlent les règles des divers systèmes de parenté, les législations modernes encore imprécises et peu adaptées aux différents contextes culturels, et les effets de plus en plus sévères des recompositions sociales, urbanisation croissante, rajeunissement de la population, montée de L', individualisme et des libertés individuelles, mixité sociale, généralisation de la scolarisation, professionnalisation et salarisation des femmes, montée des idéologies et des habitus de genre, l'austérité de la crise économique et des programmes d'ajustement structurel qui se sont accompagnés d'un processus de généralisation de la pauvreté, entraînant les changements dans les conditions de la transition vers l'âge adulte. L'observation des pratiques matrimoniales indique que la célébration du mariage ou l'option d'entrer en union plus simplement est le lieu où les individus tentent d'utiliser leur capital social communautaire à des fins personnelles, de gérer les compromis plus ou moins hybrides qu'ils passent entre projets personnels et obligations vis-à-vis de l'entourage, tout en s'insérant activement dans l'espace social global, Marie 1997/9. À ce titre, le mariage devient à travers les nouvelles conjugalités un objet sociologique, et spécifiquement de la sociologie de la famille et du couple, par excellence. Dès lors, l'étude du mariage en général est particulièrement révélatrice des mutations que connaissent les sociétés africaines contemporaines, et qui révèlent une véritable révolution silencieuse, annonciatrice de profondes transformations des sociétés, et tout particulièrement des rapports hommes-femmes, Marcoux et Antoine 2014. Aujourd'hui donc, les nouvelles conjugalités se traduisent par plusieurs visages. Le recours au numérique dans le choix du conjoint, le recul de l'âge au mariage traduisant la montée du célibat, les transformations dans les relations hommes et femmes dans les stratégies de mise en couple, la tendance à l'homogamie qui prend elle aussi plusieurs visages, homogamie de classe, homogamie socioculturelle, les conflits entre les rôles productifs et reproductifs des femmes en union, le resserrement de l'écart d'âge entre les conjoints, l'effet de la monstration dans la mise en œuvre du projet matrimonial, la mobilisation de grands investissements autour de la réalisation du dit projet comme en témoignent les modernités vestimentaires d'usage, l'entrée en cohabitation avant la formalisation du mariage, l'importance de la valeur de la dot qui produisent en retour des effets sur l'acceptabilité sociale du mariage chez les jeunes générations, la montée de la néolocalité comme norme de résidence de nouveaux couples, le cofinancement du mariage par les futurs conjoints face à extravagance des investissements matrimoniaux, l'importance accordée au vestimentaire dans les cérémonies matrimoniales. D'après Segalen 2010, les bouleversements observés ont contribué à faire de l'enfant, et non plus du mariage, l'élément fondateur de la famille. La cohabitation sans formalisation du mariage a conduit à l'avènement de nouveaux modèles de famille. Les familles sans mariage, et dès lors c'est l'arrivée d'un enfant ou le volume de la descendance qui semble créer l'obligation de valider l'union.
Comme on aime le dire dans le jargon populaire camerounais, on essaie voir. Les intentions matrimoniales se justifient et se construisent donc par la cohabitation qui donne sens et valide le projet de mariage, même si la paternité et la maternité peuvent le précéder. Dans certaines communautés, y compris celles réputées conservatrices et très ancrées dans le respect des mœurs matrimoniales traditionnelles, la présentation formelle et la reconnaissance du futur conjoint par les parents proches tendent à conférer de la légitimité à la cohabitation ainsi que l'entrée en vie féconde. Une fois qu'un individu se présente comme celui qui va prendre la fille en mariage, tout semble désormais toléré. La cohabitation sans mariage, la sexualité, la procréation, les échanges de présents, le respect des civilités matrimoniales, etc. C'est d'ailleurs ce relâchement du système de contrôle social qui est au cœur des dynamiques matrimoniales en cours, et justifie l'intérêt d'analyser les conjugalités sous le prisme du nouge. Ces changements affectant le calendrier d'entrée en union, et les décisions entourant le choix des conjoints, n'impliquent pas pour autant un déclin de l'autorité familiale dans la formation des couples. 3. Pluralité de modèles matrimoniaux en construction, vers l'interversion des formes contemporaines. 3 formes de mariage ont généralement existé et continuent de l'être dans la plupart des communautés camerounaises, à savoir le mariage coutumier que l'on réduit habituellement et abusivement simplement à la dot alors qu'il consiste aussi en des visites auprès du réseau de la parentèle pour la validation sociale du choix opéré, le mariage civil et le mariage religieux. Dans le contexte actuel marqué par les mutations socio-économiques, le report de l'âge au mariage s'accompagne lui aussi de changements importants dans la cohabitation de ces différentes phases du mariage. Dans l'ensemble, les observations indiquent qu'avec l'entrée en cohabitation, et même en vie sexuelle et vie féconde, avant le mariage, Thiria, 1998, la linéarité qui a jusqu'à une époque récente caractérisé les procédures matrimoniales semble remise en cause. Ainsi, le mariage coutumier ne précède pas toujours le sentiment d'être en couple et les autres formes de mariage, notamment le mariage civil. Devenue dans les métropoles urbaines une affaire des conjoints qui peuvent désormais s'investir dans le choix des acteurs devant accompagner cette phase, les témoins et parents de conjoints surtout, le mariage civil valide la cohabitation au gré des exigences familiales et des injonctions de la parentèle. De même, le mariage religieux peut transcender le mariage coutumier dont le report traduit l'accentuation de l'individuation des procédures coutumières matrimoniales. Dans la plupart des couples en construction, le respect mécanique des étapes classiques n'est plus de règle. Il y va du gré de chacun, et de la façon dont les conjoints entendent mettre en musique leur mise en couple. Cette interversion de l'ordre classique relève d'une volonté aussi des couples de contrôler le processus, sous l'emprise des avancées dans les rapports entre les femmes et les hommes. 4. Mixité sociale et recomposition des nuptialités camerounaises. La problématique des mixités conjugales est intimement associée à toute étude sur les nouvelles conjugalités. À la question qui épouse qui et en tentant d'observer les caractéristiques des conjoints, on arrive aisément à la conclusion que dans les sociétés traditionnelles comme dans les sociétés modernes, la problématique de la mixité reste présente dans l'analyse des nouvelles conjugalités. Dans certaines coutumes africaines, comme chez les Bassa du Cameroun, l'endogamie clanique est proscrite, car l'individu doit choisir le conjoint en dehors du clan. Dans son effort de construction de l'unité nationale, le Cameroun a, à travers ses politiques publiques d'aménagement du territoire et d'affectation des agents de l'État dans le pays, contribué à une forme de nivelage par le haut qui a construit au fil du temps un grand métissage de la population. Bien que consacré par la Constitution, le concept d'autochtonie s'est vu de plus en plus remis en cause au regard de la réalité en pleine construction, notamment dans les grandes métropoles, les pôles industriels ou de recrutement de main-d'œuvre et les foyers d'immigration. Dans le même temps, les dynamiques de scolarisation et d'urbanisation sur fond d'unification et d'acculturation des gens d'ici et d'ailleurs ont contribué à créer des modernisations faisant désormais des villes des véritables creusets de nouvelles citadinités et conjugalités sur fond de mixité. Capron et Kohler, 1975. Aux entités sociologiques et religieuses monothéistes et monoculturelles ont succédé des structures sociales parfois hybrides,
caractérisée par une nouvelle culture basée sur des emprunts culturels tels que l'ont montré un certain nombre de travaux d'inspiration diffusionniste, et là, 1983. La problématique des mixités sociales est donc dans le contexte de mondialisation, dont les migrations et mobilités font indubitablement partie au cœur des mécanismes de reproduction sociale. Elle se traduit par une pluralité, voire une complexité de formes souvent intimement intriquées. Mixité ethnique, mixité raciale, mixité linguistique, mixité religieuse, mixité scolaire, mixité socio-professionnelle, etc. Dans cette dynamique, les couples sont aujourd'hui marqués du sceau de ces mixités. Alors que dans les sociétés traditionnelles, du fait de la faible intensité des mobilités, le mariage s'opérait dans une aire géographique assez restreinte et parfois dominée par la règle de l'endogamie ethnique, les personnes qui décident de faire carrière ensemble dans le cadre d'un projet conjugal dépassent les similitudes classiques et intègrent désormais de nouvelles valeurs, loisirs, capitaux scolaires, proximité ou convergence socio-professionnelle, quartiers habités, localités habitées, niveaux socio-économiques, etc. La mixité est désormais au cœur des problématiques matrimoniales et concerne les mixités linguistiques, ethniques, raciales, économiques, politiques, etc. Facilitée par le développement des technologies de la communication ou le développement de nouveaux mouvements religieux, les mixités retiennent l'attention par les formes de recomposition sociale auxquelles elles confrontent les couples et les familles, et les transformations qu'elles induisent dans les pratiques culinaires, anthroponymiques, linguistiques des familles mixtes et leur descendance. La problématique de la mixité conjugale s'attache dès lors à révéler les transformations de la famille contemporaine sous le prisme de l'homogamie et de l'hétérogamie. Collet, 2009. En effet, l'entrée dans une trajectoire de mixité repose toute la problématique de la reproduction sociale et des mécanismes qui vont y contribuer. Dès lors, les mixités posent toute la pertinence de la question de la prise de décision concernant le mariage dans un contexte marqué du sceau de la patrilocalité, de l'idéologie patriarcale alors que les femmes passent le plus de temps avec la descendance. Comment vont-elles se servir de leur rôle traditionnel, productif et reproductif notamment, pour construire à travers la progéniture de nouvelles valeurs familiales? Vers quelle forme de recomposition assiste-t-on désormais? Voilà autant d'enjeux sociaux et familiaux dont sont porteuses ces mixités, auxquels on semble pourtant accorder peu d'attention. Mais l'analyse sociologique qui en est faite dans le cadre du présent ouvrage permet de comprendre que les mixités sont des facteurs qui favorisent ces nouveaux comportements au sein des familles et couples, et donnent à penser que pour les années à venir, de nouveaux rapports entre hommes et femmes risquent de se développer et dont il est trop tôt pour dire s'ils contribueront à atténuer la domination masculine. L'étude des multiples formes contemporaines de mixité conjugale permet alors de réfléchir sur les transformations qui affectent les relations de genre entre les générations. Martial, 2009. Une union est dès lors définie comme mixte lorsqu'elle transgresse une norme collective, une frontière symbolique, une différence de langue, de repères religieux, de nationalité, de références culturelles, etc. 5. Importance d'une problématique à la confluence d'intérêts scientifiques pluriels. Lorsqu'on consulte la plupart des écrits sur le mariage en Afrique, on parvient aisément à la conclusion qu'il s'agit d'un objet carrefour et au confluent de plusieurs disciplines, notamment la démographie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, l'économie, le droit, la science politique, etc. Ce pluralisme scientifique traduit la complexité du dit phénomène, mais davantage la nécessité qu'il y a à développer autour de son étude une démarche plurielle et éminemment interdisciplinaire. Dès lors, le mariage revêt le statut de fait social total dont l'imbrication des approches disciplinaires peut seule contribuer à la saisie en profondeur qu'exige son analyse scientifique. Depuis la fin du XVIe siècle, le monolithisme scientifique a longtemps dominé dans la recherche en sciences sociales. Nga Ndongo, 2011. Avec l'autonomisation de chaque discipline, et face à la nécessité de construire leurs identités scientifiques, la recherche en sciences sociales va favoriser la singularité scientifique et le développement de cartes d'identité scientifique. Ballandier, 1971, Kizerbo, 1992. Cependant, à partir de la fin des années 1950,
les spécialistes de différentes disciplines vont commencer à comprendre l'urgence de repenser la collaboration entre les sciences. Bassarab, 1996, Lemay et Darbellay, 2014. L'ancrage disciplinaire en usage dans les études académiques et les lieux d'enseignement et de recherche est perçu comme indispensable, mais fait aujourd'hui l'objet de remises en question. Les études monodisciplinaires représentent un point de vue limité sur la culture scientifique, en même temps qu'elles s'approprient l'exclusivité d'une compétence plurielle. À côté de leur autonomisation, nombre de spécialistes vont recommander l'interdiscipline, la pluridisciplinarité et même aujourd'hui la transdisciplinarité comme un impératif épistémologique. Fondé sur le paradigme de la complexité, Morin, 1994, l'approche de cet ouvrage donne la possibilité de comprendre la nécessité de faire dialoguer plusieurs disciplines dans un travail de recherche et autour d'une même problématique de recherche. Loin de signifier littéralement l'impossibilité de décrire précisément ou d'expliquer clairement les nouvelles conjugalités, la complexité renvoie à une articulation des savoirs provenant de disciplines sœurs. Fortin, 2005, pour une exigence de saisie globale de la réalité matrimoniale camerounaise. Ici, le projet scientifique a su mettre en commun les sociologues, les démographes, les anthropologues, les historiens autour de l'étude des nouvelles conjugalités camerounaises. À la suite de Morin, 1994, cet ouvrage constitue un plaidoyer pour la rupture avec le morcellement disciplinaire et l'émiettement du savoir qui constitue un véritable obstacle épistémologique dans le vaste champ des sciences de la population en particulier et des sciences humaines et sociales en général. Prises ensemble, les contributions contenues dans cet ouvrage donnent à avoir une vision globale de la réalité matrimoniale camerounaise inscrite dans une dynamique de renouvellement. 6. Présentation de l'ouvrage. Toutes les contributions réunies dans cet ouvrage ont en commun qu'elles mettent à jour les différentes facettes de la recomposition actuelle des sociétés africaines, telle qu'elle a été amplifiée et accélérée par les effets de la crise économique des années 1990, de la mise en place des plans d'ajustement structurel, mais aussi le contexte de mondialisation ayant intensifié les mobilités et l'arrimage des populations aux nouveaux modes de communication. Les différents textes proposés ici s'organisent autour de 4 axes. Dans le premier axe, l'ouvrage traite des normes matrimoniales en mutation. Le constat c'est que les couples avec les enfants nés avant mariage et ou même hors mariage sont de plus en plus fréquents dans la société camerounaise. Quel que soit le groupe social, la catégorie socio-économique, l'ethnie, les valeurs et les normes autour de la conjugalité et de la famille sont en train de connaître une des transformations majeures des temps modernes. De plus en plus entend-on une femme dans un foyer dire « le père de mon enfant » ou à l'inverse un homme parler aisément de la mère de ses enfants, sans réellement faire référence au conjoint cohabitant. De ce fait, on observe que les normes matrimoniales ont tendance à changer parce que de plus en plus des couples se constituent sur fond de recomposition familiale. Par exemple, des hommes et des femmes prennent comme partenaires des personnes ayant déjà une expérience de paternité-maternité sans avoir été au préalable mariés. Alors que la puberté a souvent longtemps constitué une des règles d'entrée en union, le développement de la sexualité prénuptiale et la montée de la paternité-maternité hors mariage ont consacré de nouvelles formes d'union sur fond de recomposition familiale et de transformation dans les prédispositions en matière de paternité-maternité. Ces formes de mariage et de conditions de formation des unions sont de plus en plus tolérées avec l'affaiblissement du contrôle de la sexualité entre générations. Avec son partenaire ou non, la paternité ou la maternité ne constitue plus désormais un réel blocage à la formation des unions. Cette situation trouve de plus sa raison dans les conditions nécessaires pour mettre en œuvre le projet, mais aussi à cause de l'évolution de la scolarité, des difficultés de transition vers l'âge adulte des jeunes générations. La dot a donc connu des changements se traduisant par l'importance aujourd'hui accordée aux économiques et matériels dans les pratiques matrimoniales. Le chapitre 1, Honoré Mimch, donne une vue globale de la problématique des transformations matrimoniales et des enjeux individuels, familiaux et sociétaux qui les sous-tendent. Ce chapitre montre comment, sous l'œil complice de la société, les mœurs matrimoniales relatives à la puberté et à la sexualité sont en train de se transformer et contribuent à changer les conditions de mise en couple.
Il examine les modèles conjugaux en construction au Cameroun, à partir de l'hypothèse que la ville camerounaise devient le laboratoire à partir duquel se préparent et se diffusent ces transformations sur fond d'individuation des comportements et de bricolage des normes matrimoniales ancestrales. Ignace Nzana, Julienne Ngo Likeng et Honoré Mimch proposent ensuite, chapitre 2, à partir d'une démarche ethnographique la place de la dot dans la société en mutation. Ce chapitre propose une analyse du mariage au Cameroun, autour de l'hypothèse du fardeau de la dot comme obstacle à la formalisation des unions dans un contexte socioculturel paradoxalement marqué par l'importance accordée au mariage comme indicateur de réussite sociale ou de mobilité sociale. L'évolution quantitative que connaît la valeur de la dot est l'expression d'une transformation dans les normes matrimoniales, puisque le non-versement par le futur conjoint ne valide pas le mariage. Dans la même perspective, le chapitre 3 de Jean-Philippe Ntd propose une analyse historique du système matrimonial chez les Etones du Cameroun pour aider à comprendre les mutations contemporaines. Cette contribution s'inscrit dans le champ de l'histoire sociale et économique et présente la manière dont ont évolué les pratiques matrimoniales chez les Etones du Cameroun de la période précoloniale à nos jours. L'analyse proposée permet certes de présenter de manière critique les problèmes soulevés par cette pratique, mais aussi de ressortir ses enjeux socioculturels et économiques. Cette approche permet à la fois d'analyser les inégalités observées, mais aussi d'articuler les pratiques matrimoniales et les représentations sociales. Le chapitre 4 proposé par Robert Mba est une analyse du mariage contemporain, comme un effort de monstration sociale fondé sur les habitus des futurs conjoints. En effet, selon l'auteur, le mariage est devenu une combinaison de plusieurs ingrédients expressifs qui ne se limitent plus à la tradition sobre de la dot entre parents et amis, du mariage civil et religieux pour ceux et celles qui empruntent ce processus. La démonstration de pouvoir, la manifestation parfois excessive de la mise en relief du capital social et économique, et les ramifications parfois insoupçonnées qui s'ensuivent, démontrent aujourd'hui que l'institution échappe de plus en plus à des clichés éculés. Le mariage est désormais soumis à la dictature du « m'as-tu vu ?» Dans le deuxième axe, les différentes contributions s'articulent autour de la formation des unions. Ainsi, l'étude du rapt comme stratégie matrimoniale permet à Amina Ousmanou, chapitre 5, de montrer que cette pratique du mariage relève en réalité d'un modèle matrimonial conclu, avec les stratégies de séduction féminine, facilitées par les parures de la modernité, que de l'enlèvement au sens strict du terme. L'analyse proposée s'inscrit à contre-pied de l'ethnologie classique qui a souvent décrit la pratique comme un enlèvement, et tente au regard des stratégies féminines portées par leur consentement voilé, de montrer comme à travers les différentes formes que prend ce type d'union, les femmes peuvent être actrices de la mise en scène du dit projet. Elles mobilisent de ce fait leur stratégie de séduction avec les instruments de la modernité ambiante, capital culturel, vestimentaire, cosmétique, pour s'affranchir des unions non désirées. En s'appuyant sur l'expérience des usages sociaux d'Internet au Cameroun, Christian Bionelem, chapitre 6, analyse le processus de digitalisation du choix du conjoint. Il s'agit d'une réflexion sociologique sur les conséquences de l'évolution sur les pratiques matrimoniales, qui tente de répondre à la question théorique de voir si la cyberunion consacre la fin du collectivisme dans le choix du conjoint. Ainsi, cette contribution montre comment Internet est devenu une modalité déterminante de la mise en union de certaines catégories sociales urbaines, et de ce fait, de la reconfiguration des conditions de mise en union de deux personnes comme cela a été pratiqué dans les sociétés camerounaises anciennes. En combinant dans une perspective interdisciplinaire approche sociologique et démographique, Abondo Olivier et Honoré Mimch, chapitre 7, analysent l'évolution de l'âge des conjoints au mariage. Au regard des mutations socioculturelles observées dans la société camerounaise, notamment en matière d'accès à l'école, le chapitre cherche à expliquer le recul de l'âge d'entrée en première union de la femme et la réduction des écarts d'âge entre conjoints. Étant donné que l'école moderne influence considérablement l'adoption d'un mode de vie de type traditionnel par les populations africaines, on peut supposer que l'amélioration de l'accès des conjoints à des niveaux d'études élevés est l'une des principales explications du recul de l'âge d'entrée en première union de la femme et de la réduction des écarts d'âge entre conjoints. En mettant à contribution la sociologie de la santé dans l'analyse des pratiques matrimoniales,
Yves Bertrand Judah Feggio, chapitre 8, s'intéresse aux modalités de mise en union et de validation des unions au regard du contexte sanitaire actuel car toute union ne se fonde plus exclusivement sur des compatibilités socio-culturelles, économiques ou symboliques. L'émergence de nouvelles pathologies sexuellement transmissibles, VIH/SIDA, hépatite, etc., appelle la prise en compte de nouveaux paramètres sanitaires pour attester de la compatibilité entre conjoints. Ce passage d'une compatibilité amoureuse, sociale et culturelle à une compatibilité biologique amène à s'interroger sur la place que les acteurs sociaux et particulièrement les jeunes y accordent. Ils cherchent donc à voir comment les jeunes en relation amoureuse, en tant que probables futurs conjoints, construisent leur trajectoire sanitaire commune. En outre, quelle représentation ont-ils des examens prénuptiaux ou globalement de la compatibilité socio-sanitaire, comme exigence biomédicale de l'effectivité d'un projet de mise en couple? Le troisième axe questionne les nouvelles conjugalités sous le prisme de pluralité des formes de mixité, qui marquent désormais la vie sociale. D'après Mebala et Langa Edmond 7, chapitre 9, la société camerounaise actuelle est caractérisée par une forte urbanisation et l'augmentation des flux migratoires internes et internationaux, devenant le creuset de nouvelles formes de mixité dont font indubitablement partie les mariages interreligieux. En examinant le poids réel du religieux dans le vécu d'un couple mixte, il montre comment le vécu des couples mixtes religieux peut être un moyen pour accepter la différence de l'autre et choisir d'inscrire la relation conjugale dans le pragmatisme. Dans la suite du précédent chapitre, le chapitre 10, Vivien Méli-Méli et Félix Duclos Habitanqueux, examine les types de mixité conjugale. Les auteurs analysent les logiques au cœur de la formation de ces différentes formes matrimoniales, dans un contexte où les familles et la communauté, cherchant à maintenir leur contrôle sur le processus de formation des unions, sont dorénavant supplantées par les initiatives individuelles des conjoints qui s'affirment comme les principaux acteurs du choix de leur partenaire et de leur processus d'union. Le chapitre 11, Edith Nja Etolo, Jean-Enzi Angono et Honoré Mimch, analysent les implications de l'émancipation féminine sur les expériences conjugales. À la faveur d'un ensemble de facteurs de changement social, on assiste à une dynamique d'inversion du genre sur le marché du travail, caractérisée notamment par une entrée des femmes dans les secteurs d'activité publique, jadis réservés exclusivement aux hommes. Ainsi, ce chapitre questionne les transformations que la professionnalisation et la salarisation des femmes peuvent entraîner dans leur vie conjugale, et les changements dans les rapports de genre, en termes de recomposition des rapports économiques entre les époux. Depuis le début du XXe siècle, l'entrée des femmes sur le marché du travail a rapidement reposé la problématique des liens entre vie professionnelle et vie conjugale ou familiale en sociologie de la famille, comme une expression des nouvelles conjugalités. Au chapitre 12, Patrice Tanang Chouala, Germain Zoyem Sokeng et Honoré Mimch analysent l'évolution des facteurs associés à l'exercice d'une activité économique par les femmes en union, en vue d'évaluer les effets potentiels du travail des femmes en union sur la gestion des responsabilités familiales et conjugales. Plus spécifiquement, il est question de voir comment les femmes mariées tentent-elles de concilier vie conjugale et vie professionnelle. Comment se gèrent les tensions entre les obligations liées au rôle professionnel et celles liées à la vie reproductive? Quelles stratégies mettent-elles en place pour concilier les deux aspects de leur vie, qui leur confèrent socialement toute leur féminité? Dans le quatrième axe, les contributions portent la pluralisation des modèles matrimoniaux et familiaux au Cameroun au regard du contexte de dynamique sociale. Ainsi, le chapitre 13 Pierre-François Edongo NT2 analyse dans une perspective anthropologique les influences qu'exerce la culture sur les rapports sociaux de sexe par le biais du mariage. La décohabitation conjugale est devenue aujourd'hui une réalité dans la société camerounaise. Jadis marginale, elle connaît désormais un essor certain avec la conjonction d'un ensemble de facteurs économiques, politiques et sociaux. C'est pourquoi Ignace Mbom et Honoré Mimch, chapitre 14, proposent des éléments conceptuels pour la mesure et l'analyse de la décohabitation conjugale à partir de l'exemple camerounais. Il s'intéresse au visage du phénomène à travers son ampleur et le profil des acteurs selon le sexe, ainsi qu'aux raisons qui sous-tendent son développement dans la société camerounaise. Ces articulations permettent de construire le phénomène dans une perspective genre,
et donc de voir comment les femmes et les hommes sont, selon leurs identités sexuelles, acteurs de cette forme d'union. En Afrique en général, la pratique de la polygamie reste répandue et elle prend même de formes clandestines dans les villes, face à l'émancipation féminine. Éric Steph Tamo Mbouyou, Théophile Armand Fopadiès et Honoré Mimch, chapitre 15, s'intéressent à l'évolution des déterminants de la polygamie au Cameroun et proposent des éléments d'explication aux dynamiques observées. Quand on compare les conjoints de couples hétérosexuels, on constate fréquemment des ressemblances qui touchent à l'âge, mais aussi à un certain nombre d'autres caractéristiques comme l'origine sociale, l'appartenance socio-professionnelle, etc. On parle alors de couples homogames. Les sociologues s'interrogent depuis longtemps sur les enjeux de telles alliances. Au nombre des expériences sociales produisant un effet d'orientation sur les conduites des individus, à côté de la fréquentation de l'institution scolaire ou du monde du travail, on peut citer la pratique de la conjugalité stable avec un individu doté des mêmes propriétés sociales. S'appuyant sur la théorie de l'homogamie, Théophile Armand Fopadiès, Éric Steph Tamo Mbouyou et Honoré Mimch, chapitre 16, proposent une interprétation du choix du conjoint et de la constitution des unions à partir des proximités entre conjoints afin de mesurer les ressemblances entre les personnes qui vivent ensemble. L'analyse permet de mettre en exergue les principaux déterminants de l'homogamie, en l'occurrence le milieu de résidence, la religion et le niveau de vie, ce qui confirme la théorie de la modernisation, ainsi que les conclusions des études similaires, selon lesquelles l'homogamie augmente aux niveaux les plus faibles du développement. Le dernier chapitre de l'ouvrage, chapitre 17, proposé par Bouba Aman, questionne une des dimensions très souvent offusquées dans l'analyse des pratiques matrimoniales contemporaines, à savoir la problématique de l'usage du vestimentaire. En effet, il montre la grande considération accordée au pagne dans la pratique de la dot, car s'il vient à manquer, l'échange de cadeaux sera considéré comme délesté de sa substance et pourra donner lieu à des moqueries envers la famille uxorale. Dans une perspective socio-historique, l'auteur montre que le pagne est un élément sans lequel on peut croire que le mariage n'aurait aucun sens et se réaliserait difficilement dans certaines sociétés. L'obsession qui s'y rattache est tellement grande que cet accessoire est devenu indispensable dans les rites de conjugalité et les expressions festives des mariages. Première partie, des normes matrimoniales en mutation. Chapitre 1 Le grand remue-ménage. Recomposition sociale, modèles et pratiques matrimoniaux en mutation au Cameroun. Honoré Mimche. Introduction. Dans toutes les sociétés humaines, les interactions entre les hommes et les femmes relèvent des aspects de la vie sociale. Elles sont régulées par des institutions spécifiques, parmi lesquelles le mariage apparaît comme l'une des plus importantes, de par ses fonctions. Autant que certains rites d'initiation, le mariage a une valeur culturelle et apparaît comme une espèce de sacrement de maturité, entraînant le changement d'état, Ernie, 1990/163. Le mariage est à la fois une institution coutumière, religieuse et civile qui confère à toute forme de conjugalité sa validité sociale. Radcliffe Brown et Ford, 1953. Il est soumis à des normes qui varient d'une ethnie à l'autre, d'une société à l'autre, Salah Diakanda, 1980, Rivière, 1990, Van de Wally, 1993. Culturellement, il suppose des prestations matrimoniales et pour certains groupes sociaux des plaisanteries. Dasher, 1992, Titi Noël, 1985. Par ailleurs, il est la condition de la paternité sociale chez les hommes, dans la mesure où il leur attribue les droits sur la descendance à travers le versement de la dot. Par contre chez les femmes, il est davantage un facteur de mobilité sociale ascendante. Car il leur permet de passer du statut de jeune fille à celui de femme au sens plein du terme. Dans bien de coutumes africaines, le passage du célibat au mariage est un changement irréversible. C'est la réalisation de l'état d'adulte dans sa plénitude et le commencement de l'activité sexuelle, non plus seulement permise, mais socialement reconnue. Mère, 1971/171. De ce fait, il confère aux individus plus de considération sociale puisque ceux-ci cessent d'être des enfants et des adolescents ou des dépendants. C'est une union durable entre un homme et une ou plusieurs femmes, remplissant des fonctions de coopération, de solidarité, de reproduction sociale et démographique. Aujourd'hui,
De nombreux changements affectent l'institution matrimoniale et les modes de constitution des familles. Dans un contexte de mutation sociale, caractérisé par l'urbanisation, les migrations de travail, la scolarisation du plus grand nombre de personnes, la professionnalisation des femmes, la crise économique et la paupérisation des populations, un effritement du contrôle social des aînés sur les cadets, la monétarisation de la dot, le développement des technologies de l'information et de la communication avec la généralisation de l'usage de Internet notamment, les modalités traditionnelles de formation de la famille évoluent aussi, facilitant l'émergence de nouvelles formes de conjugalité ou de nouveaux modèles familiaux. Sur le plan matrimonial, ces changements sont caractérisés par la substitution du libre choix à celui opéré par les ascendants, une entrée de plus en plus tardive des jeunes en union entraînant la montée du célibat surtout chez les jeunes hommes, l'évolution des prestations matrimoniales et de la dot, le développement du concubinage et de la burogamie, la diversification des formes de mariage, des régimes matrimoniaux et des modes de résidence des conjoints, mariage sans co-résidence ou décohabitation due aux migrations de travail, les changements dans les préalables de l'entrée en union et leurs déterminants socioculturels, la montée de l'instabilité matrimoniale due au divorce et remariage, etc. De même, l'on assiste au développement de nouvelles stratégies matrimoniales qui sont nées dès la fin des années 1990 avec l'émergence des agences matrimoniales se substituant parfois au contrôle social des familles. Le développement de l'outil informatique, notamment Internet, est venu modifier les habitudes matrimoniales des jeunes générations. De nouvelles formes de conjugalité et de résidence prennent corps et se formalisent dans la société contemporaine. Peu à peu, dans la plupart des milieux sociaux, les mariages arrangés deviennent rares et les familles s'effacent progressivement de toutes les phases des conjugalités, laissant aux intéressés le soin de régler certaines responsabilités selon leur goût et selon leur cœur. Ces indicateurs montrent que le mariage est, comme la famille dont il participe à la construction, l'institution sociale qui connaît les plus importantes transformations dues aux modernités contemporaines. Avec les recompositions sociales nées des effets des multiples changements socio-économiques, technologiques, politiques et culturels, la configuration des unions change de même que les modes de vécu conjugaux. L'émergence de nouvelles stratégies matrimoniales est significative des changements sociaux en cours. Ces transformations sont porteuses d'enjeux multiples à la fois pour les individus, les familles et les sociétés. Mais en réalité, ces transformations sont portées et amplifiées par une dynamique d'urbanisation, creusée des modernités contemporaines et de nouvelles façons de penser, d'agir et de sentir des acteurs urbains. Au regard des recompositions sociales en cours, ce chapitre examine les modèles conjugaux en construction au Cameroun, à partir de l'hypothèse que la ville camerounaise devient le laboratoire à partir duquel se préparent et se diffusent ces transformations sur fond d'individuation des comportements et de bricolage des normes matrimoniales ancestrales. Ainsi sont tour à tour abordées les implications de l'individuation des choix matrimoniaux sur les arrangements et normes résidentielles ainsi que les formes novatrices de polygynie, les formes contemporaines de l'homogamie, l'influence de nouvelles valeurs autour de la sexualité sur les modèles matrimoniaux en construction, les interactions entre les migrations internationales et les configurations actuelles du marché matrimonial. Ce chapitre montre comment, sous l'œil complice de la société, les mœurs matrimoniales relatives à la puberté et à la sexualité sont en train de se transformer et contribuent à changer les conditions de mise en couple. 1. Mariage et formation de la famille. Une norme en recomposition ? La plupart des travaux des anthropologues et des sociologues de la famille ont montré que la formation des couples reste un chaînon majeur de la reproduction de la société. Boson, 1991/22. Puisque dans la plupart des sociétés africaines, les unions servent encore à fonder une famille. C'est le mariage qui fonde la famille et confère la légitimité des enfants dans la communauté. Il est culturellement, autant que la fertilité, un ethos de réussite sociale. Dans sa fréquence et l'ensemble des prestations sociales, de capitaux, culturels, économiques et sociaux, qu'il mobilise pour son effectivité ou encore les divers visages qu'il prend de nos jours, le mariage est une donnée essentielle de la vie familiale, sociale et communautaire. La femme est toujours perçue comme un personnage en transit dans sa famille d'origine,
car elle est appelée à partir pour rejoindre et fonder sa famille d'alliance. Dans certaines sociétés traditionnelles d'Afrique noire, le mariage était une institution sociale conclue entre deux familles, souvent à l'insu des futurs conjoints dès leur bas âge. En tant que forme d'alliance entre deux groupes sociaux et familiaux, le mariage est l'ensemble des étapes qui le composent, à savoir notamment le choix du conjoint, le versement des prestations matrimoniales, la planification de la date du mariage par exemple, relevé de la compétence des parents. Comme l'observe Thiria 1998/56, lorsqu'un mariage se prépare, ce sont les ascendants directs, les deux pères, qui jouent le rôle essentiel. L'implication des structures familiales confirme les thèses structuro-fonctionnalistes, qui ont montré que les acteurs sociaux étaient déterminés par les systèmes normatifs. La société africaine comptait pour peu le choix individuel des conjoints, car le mariage est une valeur, voire une obligation sociale. Les structures normatives de l'action collective régissent une relation de linéarité entre entrée en union et entrée dans la vie féconde. Le mariage est d'abord le cadre exclusif de l'exercice de la sexualité et de la validation de la procréation. C'est pourquoi la valeur attachée à la virginité liée la honte ou la fierté familiale à l'intégrité de l'hymen de la jeune mariée. Thiria, 1998/51. Dans certains groupes sociaux, la pratique du mariage était dominée par l'endogamie familiale qui renforce de fait le contrôle social sur la sexualité et la nuptialité des jeunes générations. Chez les Peuls par exemple, le mariage se faisait au sein de la lignée agnatique, c'est-à-dire une forme de mariage dans la parenté, Bokene, 1996/261. Ce type d'union assure la reproduction sociale du groupe dans la mesure où il permet l'intégrité de son patrimoine matériel, pastoral, économique, social et culturel patrilineager. La célébration du mariage valide la cohabitation conjugale. Par ailleurs, la polygynie est une pratique répandue, associée à une cohabitation familiale et conjugale. Dans la plupart des communautés africaines, le mariage au pluriel des femmes est la chose la plus évidente. La polygynie se prête particulièrement bien à la résidence patrilocale, qui isole les femmes de leur cercle familial et tend à les placer sous la dépendance économique et sociale des hommes. Murdoch, 1972. Les épouses supplémentaires font de l'unité domestique une plus grande équipe de travail et renforcent la division sexuelle du travail. La polygynie assure la prééminence des hommes sur les femmes pour une meilleure mobilisation des ressources. En outre, la polygynie est à associer avec les désirs de fécondité, également présentés comme un facteur de prestige. Dans certaines communautés musulmanes, la tendance à la polygynisation des structures familiales reste fondamentalement sous-tendue par des prescriptions religieuses et un désir de reproduction des carrières matrimoniales des parents par les descendants. En clair, la polygynie fait aujourd'hui partie du profil de carrière, locaux 1990/529, des hommes qui, même dans les unions monogames, tentent au moyen de nouvelles formes de polygynie urbaine de s'approprier de nouvelles épouses. En règle générale, à cause de ces interactions avec la formation de la famille, le mariage est resté depuis longtemps en Afrique une institution sociale précoce et universelle, une précocité justifiée avant tout par le fait qu'il a toujours été du devoir de la communauté de marier ses enfants d'une part. D'autre part, elle est corrélée à des mœurs ancestrales. Zahan 1970/21 relève à ce sujet. Il est notoire qu'en Afrique le célibat ne jouit d'aucune valeur, et qu'à part les solitaires rituels ou les individus délaissés, hommes et femmes choisissent le mariage comme la formule par excellence de l'idéal humain en ce monde. Le célibat constitue pour le noir un dérèglement incompréhensible de l'ordre social et religieux. Ce tableau qui relève plus de l'histoire racontée que de la réalité contemporaine, ou de l'histoire vécue pour les jeunes générations urbaines, montre à suffisance que les normes matrimoniales changent. À ce titre, pourquoi la ville joue-t-elle un rôle important dans l'analyse des nouvelles conjugalités camerounaises ? 2. La ville camerounaise comme un creuset des modernités conjugales. Avec le processus d'urbanisation, les sociétés africaines sont ancrées dans une dynamique de changement social qui a été accentuée par le contexte de crise économique, de transformation sociale et culturelle et de paupérisation croissante des populations. Ce contexte a favorisé l'émigration urbaine de jeunes générations en quête de mieux-être,
mais surtout un affranchissement de ces derniers de la domination patriarcale et gérontocratique. Cette dynamique a d'abord été facilitée par l'explosion scolaire, puisque la plupart des établissements de formation ont été concentrés dans les zones urbaines, entraînant depuis plusieurs décennies la première phase cruciale de la transition familiale qui a été la décohabitation. D'après Wambui, 1987/248. Among the many concomitant of urbanisation and modernization, are the changing attitude and definition of marriage, especially in African urban communities. Of particular importance is the juxtaposition of the old ideals, which have their roots in and derive their legitimacy from the traditional African structure, and the new value expressed in Western terms. Là où on observe une diminution du contrôle des anciens sur les jeunes, c'est-à-dire en ville et parmi les jeunes scolarisés, on observe des changements importants dans les carrières sexuelles et matrimoniales. Dès lors, la ville préoccupe par les dynamiques sociales qui s'y produisent au quotidien dans la mesure où c'est en ville que se concentrent les hommes, le travail, les systèmes d'organisation, que s'affirment les tutelles économiques et culturelles, et que se détermine le pouvoir politique, bref que sont appelées à se déployer demain les dynamiques sociales déterminantes, Kokri-Vidrovitch, 1985/392. Ces mutations montrent à proprement parler que la ville africaine, en tant que lieu de la dissolution ou de la crise des rapports sociaux traditionnels, doit devenir le centre de gravité de la réflexion. Ces changements qui peuvent se lire dans l'organisation et le fonctionnement des structures familiales contemporaines, traduisent dans les comportements individuels une révolution dans les idéaux traditionnels. Au-delà de l'émergence de nouveaux modèles familiaux, monoparentalité, famille sans co-résidence, etc., c'est dans les relations familiales qu'on assiste à une évolution remarquable due à de nombreux facteurs de changement social. Par ailleurs, la ville africaine est apparue comme un creuset de nouvelles dynamiques démographiques, entrée en union, régime de sexualité, fécondité, santé de la reproduction, etc. Depuis plus d'une décennie, la précarité ambiante des populations et leurs conditions de vie de plus en plus difficiles ont plongé la plupart des sociétés africaines dans une crise structurelle et multidimensionnelle, crise politique, crise économique, crise sociale et culturelle, etc. Cette constellation de crises a entraîné des conséquences, directes et indirectes, non négligeables sur les structures familiales dans la plupart de ces sociétés. Le contexte de crise et de pauvreté a donné lieu, non seulement à une redéfinition des rôles et statuts au sein de la famille, mais aussi à une fracture sociale et à une redéfinition de la solidarité familiale. L'on assiste à la montée de nouvelles valeurs qui font que des pratiques telles que la sexualité prénuptiale donnent lieu à l'augmentation des naissances préconjugales, des familles monoparentales, du phénomène de femmes chefs de ménage, des interruptions volontaires de grossesse, etc. Ces nouveaux modèles de comportement sont de moins en moins considérés comme des formes pathologiques de l'action sociale. La décohabitation conjugale et familiale met la famille contemporaine face à de nouveaux défis: vieillissement, enfants orphelins du sida, santé de la reproduction des adolescents, etc. En réalité, ces bouleversements traduisent dans les faits un profond ébranlement des idéaux familiaux qui étaient jusqu'ici privilégiés dans les sociétés africaines. Loko et Muvagaso, 2005. 3. Vers un glissement des mœurs relatives à la paternité, maternité, fécondité prénuptiale. Lorsqu'on observe la réalité familiale et conjugale contemporaine, on peut postuler que les transformations en cours sont portées par une dynamique de recomposition culturelle, avec notamment les transformations dans les mœurs sexuelles et celles corrélativement associées à la paternité, à la maternité et à la fécondité. Ces modifications affectent graduellement les modes de constitution des familles et tendent à s'imposer comme de nouvelles normes sociales informelles, puisqu'elles sont réellement au cœur des logiques sociales qui sont associées aux pratiques matrimoniales en pleine construction. 3.1. Devenir père ou mère dans et après le mariage, une norme matrimoniale revisitée. Au Cameroun, les résultats des enquêtes démographiques et de santé, EDS, réalisées entre 1991 et 2011 montrent bien qu'avant l'âge de 20 ans, nombre des adolescentes ont déjà eu leur première naissance, traduisant la précocité de la fécondité en contexte camerounais. En effet,
Au moins une adolescente sur 4 a déjà commencé sa vie reproductive. De 35% en 1991, la proportion des adolescentes de 15 à 19 ans ayant commencé leur vie féconde est passée à 31% en 1998, à 28% en 2004 et à 25% en 2011. En 2011, la proportion d'adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde augmente rapidement avec l'âge, passant de 5% à 15 ans à 48% à 19 ans, âge auquel 42% des jeunes filles ont déjà eu au moins un enfant. La fécondité précoce reste élevée car à 15 à 19 ans, quelle que soit l'année de l'enquête, le taux étant estimé à au moins 127 naissances pour 1000 femmes, graphique 1. Graphique 1. Évolution du taux de fécondité des femmes de 15 à 19 ans au Cameroun. Source: EDSI, EDS2, EDS3, EDSMICS. Ce qui est plus important à relever, c'est que l'entrée dans la vie sexuelle et féconde est indépendante de l'entrée en union puisque la plupart de ces jeunes filles sont encore célibataires, ou à défaut dans une union libre, lorsque surviennent les premières voire les secondes naissances. Les données du tableau ci-après donnent deux principaux enseignements. Premièrement, on constate qu'au fur et à mesure que l'âge augmente et que le temps passe, la proportion de femmes non formellement en union, c'est-à-dire les femmes célibataires et celles en union libre qui ont débuté leur vie reproductive augmente. Ce qui fait penser que pour les femmes, si autour de 25 à 29 et plus, elles n'ont pas pu avoir un cadre formel de procréation, elles ne vont pas perdre leur chance car elles ont peur des changements physiologiques et des risques d'infertilité. Deuxièmement, le mariage n'est plus la cadre systématique de la reproduction dans la mesure où les proportions de femmes célibataires et de femmes en union libre qui choisissent de procréer en marge du mariage formalisé deviennent importantes avec le temps. Compte tenu de tous ces paramètres et de l'évolution des comportements sexuels observés chez les adolescents, la fécondité prénuptiale prend de l'ampleur au point où le nouveau défi pour les responsables de la santé de la reproduction est la maîtrise de cette montée en puissance de la fécondité prénuptiale, dont les conséquences sont d'ailleurs importantes sur les trajectoires d'insertion sociale des jeunes générations, possibilité d'entrer en union pour les filles, espérance de vie scolaire, maintien à l'école, acceptation sociale, etc. Cette transformation peut être appréhendée sous le prisme des transformations dans les stratégies masculines et féminines en matière de conjugalité. En effet, nombre d'études ont voulu montrer que d'un point de vue culturaliste, il s'agissait d'actes irresponsables et dont dénués de toute signification. Or, les enquêtes qualitatives menées auprès des jeunes indiquent que l'achèvement du cursus scolaire ou l'accès à l'emploi ne constituent pas les conditions absolues de réussite sociale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.